Munissez-vous de votre contrat de distribution. Nous allons aujourd'hui regarder deux clauses liées au risque spécifique. La première de ces clauses porte sur la garantie du fournisseur. Lorsque l'on est distributeur, on est exposé en fait à un double risque. Le premier risque, c'est que la propriété intellectuelle dont on se sert, par exemple la marque, soit contestée par un tiers, ou alors soit contrefaite par un tiers. Ça, c'est le premier risque. Et le deuxième risque, c'est que les produits que l'on commercialise soient des produits défectueux qui puissent causer un dommage au client final. Pour cela, il y a des clauses. La terminologie en anglais, c'est hold harmless. Donc, je vous protège, moi, fournisseur, des conséquences de mes produits, des conséquences liées à la contestation de ma marque. Donc, moi, fournisseur, je me place entre vous et le risque, si vous voulez. C'est le sens de cette clause dite hold harmless en anglais. Celle que vous avez là, dans votre contrat, est correctement rédigée, donc je n'ai rien à redire sur la façon dont c'est écrit. En revanche, elle est incomplète, parce qu'elle ne traite pas du sujet qui est en fait le sujet central, c'est le sujet des litiges. C'est implicitement abordé, mais cela mérite d'être creusé. D'abord, en ce qui concerne la responsabilité des produits. Que se passe-t-il si demain, un client intente une action en justice contre le distributeur parce que tel ou tel produit du fournisseur est défectueux? Cette question-là est une question qui, logiquement, doit être aussi couverte par le fournisseur. En d'autres termes, c'est au fournisseur d'aller se défendre devant les tribunaux face au client final. Ça, c'est la responsabilité produit. Et puis, une responsabilité qui est beaucoup plus problématique, parce qu'en fait, beaucoup plus complexe. Elle a deux dimensions. C'est la responsabilité liée à la propriété intellectuelle. Imaginez que le distributeur vende des produits associés à une marque très connue. Il y a deux risques. Le premier risque, c'est qu'il y ait un contrefacteur. S'il y a contrefacteur et donc atteinte au produit, la logique voudrait que le contrefacteur soit poursuivi. Mais poursuivre le contrefacteur, cela coûte cher. Qui doit le faire? Logiquement, c'est au fournisseur de le faire, c'est au propriétaire de la marque de défendre sa marque. Ça, c'est un volet. Et puis un deuxième volet, c'est l'hypothèse d'un tiers qui conteste la propriété intellectuelle dans le pays du distributeur. Par exemple, le distributeur vend sous telle marque, tel tiers se présente et dit « cette marque est la mienne, ce que vous faites, c'est un acte de contrefaçon ». Cette question-là, c'est aussi une attaque de la marque du fournisseur, et donc c'est quelque chose qui doit logiquement donner lieu à une action en justice menée par qui? Encore une fois, par le fournisseur. Dans un cas comme dans l'autre, on a des volets qui relèvent en réalité directement du fournisseur, même si, entre le marteau et l'enclume, si j'ose dire, il y a le distributeur. Ceci dit, il faut bien comprendre que cela peut aller très loin. Autant, en matière de marque, par exemple, le fournisseur n'a pas d'autre choix que de prévenir le distributeur et le distributeur de se battre si un tiers conteste la marque, autant la question de savoir si il appartient ou non au fournisseur d'attaquer tous les contrefacteurs qui existent, cette question-là est une question plus complexe, me semble-t-il, parce que ses implications économiques sont potentiellement sans fin. Si le fournisseur estime que le jeu n'envoie pas la chandelle contre tel ou tel contrefacteur, libre au distributeur à ce moment-là d'attaquer le contrefacteur en question. Donc prévoir une clause en deux temps qui n'oblige pas le fournisseur à attaquer tous les contrefacteurs parce que c'est potentiellement suicidaire sur un plan économique. Ça, c'est le premier volet. La première clause spécifique, je dirais, qui méritait que l'on s'arrête un peu dessus. La seconde, c'est celle qui est liée à la faillite du distributeur. Cela va dans l'autre sens. Que se passe-t-il en cas de faillite du distributeur? Quelles sont les incidences sur les fournisseurs? Eh bien, il y a deux incidences possibles. La première, c'est que se passe-t-il si le distributeur a vendu des produits à un client final et que ces produits ne lui appartenaient pas? Est-ce que oui ou non le fournisseur a le droit de récupérer les produits en question? Est-ce qu'il bénéficie de ce que l'on appelle un droit de suite? Ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est le distributeur
est en fait une émanation, peut-être perçue comme telle, une émanation du fournisseur, et à ce titre expose en première ligne le fournisseur. Donc la question est de savoir si un créancier du distributeur en cessation de paiement peut s'adresser au fournisseur. On reprend l'exemple fameux de la chaîne de fast-food. Finalement, est-ce que lorsque le restaurant du coin est en faillite, il est possible pour les fournisseurs du restaurant du coin de s'adresser à la marque, au propriétaire de la marque, donc à la maison mère? Cette question est une question assez compliquée et donc elle mérite d'être traitée contractuellement, sachant que les conséquences d'une telle clause sont en fait assez limitées. Vous avez là deux façons de traiter cela contractuellement. La première, c'est de dire « je garde mon droit de suite si jamais il y a une faillite du distributeur ». La deuxième, celle qui consiste à dire « attention, lui c'est lui et moi c'est moi, donc si jamais lui se retrouve demain en cessation de paiement, c'est votre problème à vous, créancier, qui ne me concerne pas moi, qui resterai tiers par rapport à cette situation-là ». On peut le dire dans le contrat, et c'est ce que l'on a fait là. Il faut savoir, toutefois, que même si ces deux articles sont correctement rédigés, ils sont un peu incantatoires. Ils sont un peu incantatoires parce qu'en réalité, le contrat décide assez peu du sort du failli. C'est le droit local qui décide de ce qui se passe en cas de faillite. Donc concrètement, ce sera au juge de décider si oui ou non les produits sont la propriété de l'acheteur final ou reviennent au fournisseur. Ce sera également au juge de décider si oui ou non il y avait une confusion possible aux yeux du créancier, auquel cas ce sera au juge de décider si le fournisseur est en première ligne ou pas. Donc le contrat annonce les intentions des parties, mais le dernier mot revient au juge parce que là on sort de l'univers du droit des contrats pour entrer dans l'univers du droit de la faillite. Je vous remercie.